Chers amis, je vous propose une petite vidéo pour vous expliquer quelques règles de fonctionnement du système électoral à l'aube de ce triple scrutin du 26 mai prochain. Je vais essayer de répondre à trois questions. La première, c'est qu'est-ce qu'un vote valable? La deuxième, c'est comment se répartissent les sièges entre les listes une fois que l'on connaît le chiffre électoral. Et la dernière question, c'est qui sera élu sur la liste une fois que l'on connaît le nombre de sièges. Je vais donc commencer par la première question. Qu'est-ce qu'un vote valable? Vous allez vous rendre le 26 mai prochain à votre bureau de vote et vous allez devoir voter trois fois. Une fois pour le Parlement régional, une fois pour le Parlement fédéral et une fois pour le Parlement européen. Vous allez donc recevoir trois papiers différents de trois couleurs différentes. Et à chaque fois, les listes politiques vous seront présentées. Alors j'ai repris ici un schéma assez simple, un schéma de principe simplifié au possible avec trois couleurs. Imaginons que le 26 mai prochain, vous ayez trois listes qui vous sera présentées. La liste rouge, la liste bleue et la liste verte. Vous verrez, la première des choses, qu'il y a deux types de candidats. Les candidats effectifs et les candidats suppléants. Alors, qu'est-ce qu'un candidat effectif? Qu'est-ce qu'un candidat suppléant? Un candidat effectif, c'est un candidat qui pourra aller siéger s'il est élu. Et un candidat suppléant, c'est un candidat qui ira remplacer le candidat effectif dans l'hypothèse où celui-ci ne peut pas aller siéger. Alors dans quelles circonstances? Par exemple, parce qu'il y a un décès durant la législature. Il faudra aller remplacer le membre effectif. Par exemple, parce qu'il démissionne pour une raison ou pour une autre, ou encore un autre exemple plus connu, parce que le parlementaire devient ministre. Il faudra alors pourvoir à son remplacement. Donc, on peut retenir que l'effectif est celui qui va aller siéger effectivement au Parlement et le suppléant sera celui qui va donc aller remplacer le candidat effectif. Règle de base pour aller voter, vous avez trois listes, vous choisissez une seule liste. Donc, vous choisissez soit la liste rouge, soit la liste bleue, soit la liste verte. Il est interdit de voter pour plusieurs listes en même temps. Si vous votez pour plusieurs listes en même temps, votre vote sera considéré comme nul. On va donc, par exemple, partir du principe que vous soutenez la liste rouge. Vous avez alors plusieurs manières de voter. La première, vous décidez de voter comme on appelle en case de tête. Ça veut dire que vous décidez de soutenir le parti et que vous n'avez pas forcément de préférence pour un ou plusieurs candidats. Vous êtes d'accord avec l'ordre qui vous est présenté. Si vous votez en case de tête, c'est une seule voix pour le parti politique. Ou alors, vous connaissez un ou plusieurs candidats et vous décidez de soutenir un ou plusieurs de ceux-ci. Votez pour le candidat numéro 1, pour le candidat numéro 4 et pour un ou plusieurs suppléants. Il est tout à fait possible de voter pour des effectifs et pour des suppléants de la même liste. Il est tout à fait possible également de voter pour tous les candidats de la même liste. Il faut retenir une chose, un citoyen égale une voix pour la liste. Si donc vous votez pour plusieurs candidats, ce n'est pas plusieurs voix pour la liste, c'est une seule voix. Et l'ensemble des votes valablement émis pour la liste forme ce que l'on appelle le chiffre électoral. Alors qu'est-ce qu'un vote non valable? Un vote non valable, j'en ai déjà parlé, c'est un vote qui sera émis sur plusieurs listes. Le vote sera considéré comme nul. Deuxième élément qui peut annuler le bulletin, c'est quelqu'un qui ferait une marque de reconnaissance sur celui-ci. Un petit dessin ou une manière de voter qui permettrait en fait de reconnaître lors du dépouillement qui a voté pour quel parti. Les votes non valables sont des votes qui sont dits nuls. Ça veut dire qu'on ne les prend pas en considération dans le calcul électoral que je vais expliquer maintenant. Le bulletin qui est dit blanc, c'est quelqu'un qui ne va voter pour personne et qui va remettre son bulletin en s'abstenant. Tant les bulletins blancs que les bulletins nuls ne seront pas pris en considération dans le cadre du calcul électoral. Il est donc faux de dire que celui qui s'abstient, le vote part à la majorité. C'est faux. Celui qui s'abstient ne sera simplement pas pris en considération dans le calcul que je vais expliquer maintenant. Donc, retenons, pour partir sur mon deuxième slide, que le chiffre électoral, c'est l'ensemble des votes valablement émis pour une liste politique. Une fois que je connais mon chiffre électoral, la question c'est combien de sièges est-ce que la liste va obtenir? Ça m'amène à mon deuxième slide. La répartition des sièges. J'ai pris un exemple très théorique. Imaginons que nous ayons
sans électeurs et qu'il y ait 13 sièges à pourvoir. Nous avons 4 partis politiques qui se présentent à l'élection et les 100 électeurs décident pour 40 de soutenir le parti A, pour 30 de soutenir le parti B, pour 20 de soutenir le parti C et pour 10 de soutenir le parti D. 40, c'est donc le chiffre électoral, l'ensemble des votes valablement émis pour la liste. Comment est-ce que je vais connaître mon nombre de sièges? Je vais appliquer la clé qui est dite DONT. Elle est très simple en fait. On prend le chiffre électoral et on divise systématiquement par 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. pour obtenir une colonne de chiffres. Ainsi, si je prends mon chiffre électoral pour le parti 1, 40, 40 divisé par 1, ça fait 40. 40 divisé par 2, ça fait 20. 40 divisé par 3, ça fait 13,3. Et je continue ainsi pour le parti 1. Je fais pareil pour le parti B, je fais pareil pour le parti C. Et donc, je vais obtenir un tableau avec toute une série de chiffres. Je sais que j'ai 13 sièges à pourvoir. Je vais simplement prendre dans mon tableau les 13 plus gros chiffres pour connaître le nombre de sièges qui seront attribués à chaque liste politique. Faisons l'exemple ici. Mettons en application ce que je viens de dire. Le premier chiffre le plus gros du tableau, on voit que c'est 40. Le premier siège sera attribué au parti 1. Ensuite, est-ce que c'est 20? Non. J'ai 30, c'est le chiffre qui est le plus élevé dans le tableau. Le deuxième siège partira au parti B. Ensuite, j'ai une égalité. Je ne rentre pas dans les détails. On retiendra que le troisième siège sera accordé au parti 1, le quatrième siège au parti C, et ainsi de suite. Les 13 sièges vont être répartis. La question qui se pose, une fois que je connais mon nombre de sièges, qui sera élu sur la liste? Et pour ce faire, je vais reprendre l'exemple du PS ici en 2014 pour donner des chiffres un peu plus réels. Alors, en 2014, dans la circonscription de Liège, pour l'élection du Parlement wallon, le PS a obtenu, après la clé DONT, 5 sièges. 5 sièges, et donc les électeurs ont décidé de voter pour 13 candidats effectifs et suppléants. La question qui se pose, c'est, une fois qu'on sait que la liste PS au niveau de Liège aura 5 sièges, qui sur la liste va être élu? Pour pouvoir vous expliquer ceci, j'ai besoin de vous expliquer deux choses, deux concepts. Le premier, c'est le chiffre d'éligibilité. Le chiffre d'éligibilité, c'est assez simple. C'est le chiffre qu'il faudra atteindre pour être élu, comme son nom l'indique. Alors le chiffre d'éligibilité, le calcul il est marqué là, c'est pas très important de le retenir, c'est grosso modo le chiffre électoral divisé par le nombre de sièges plus 1, et on arrive, si on applique ça au PS en 2014, on arrive à un chiffre d'éligibilité de 18 423 voix. 18 423 voix, c'est le nombre de votes que chaque candidat devra atteindre pour être élu, pour donc aller chercher un siège, l'un des 5 sièges qui a été attribué à la liste. Ça, c'est le premier concept que je dois expliquer. Et puis, le deuxième concept que je vais expliquer, c'est ce qu'on appelle généralement le pot commun. Souvenez-vous, lorsque l'on vote, je l'ai dit en introduction, on peut voter soit pour un parti, au vote en case de tête, soit pour un ou plusieurs candidats. On voit ici que chaque candidat a fait un score personnel. Ça veut dire que les citoyens ont décidé de soutenir personnellement ces différents candidats. C'est le score personnel. Mais il y a toute une série d'autres citoyens qui ont décidé de soutenir la liste et donc qui ont voté en case de tête. Et ces voix-là, il faut aussi les prendre en considération pour définir qui sera élu. Ces voix-là vont, pour faire simple, aller dans ce qu'on appelle un pot commun. Alors qu'est-ce que le pot commun? C'est pour faire simple, l'ensemble des votes en case de tête plus le vote des suppléants divisé par 2. Et donc on a un pot commun pour les effectifs en 2014 qui représentait un nombre de votes de 20 042. À quoi va servir le pot commun? Il va simplement servir au premier candidat dans l'ordre de la liste d'atteindre le chiffre d'éligibilité pour donc être élu. Je vais donc ici reprendre l'exemple de 2014. Prenons le premier candidat socialiste à la région. Il avait fait un score personnel de 38 460 voix. 38 460, c'est plus élevé que le chiffre d'éligibilité de 18 423. Autrement dit, le premier candidat est automatiquement élu parce qu'il a fait plus que le chiffre d'éligibilité. Le premier siège lui est donc attribué. Ensuite, ma deuxième candidate avait fait un score de 13 357 voix.
13 357, c'est inférieur au chiffre d'éligibilité de 18 423. Dès lors, on va aller chercher dans le pot commun la différence entre les deux pour permettre à ma deuxième candidate de pouvoir être élue. Autrement dit, on va aller chercher 5066 voix dans le pot commun de 20 042. Et mon deuxième siège sera attribué à ma deuxième candidate. Dans le pot commun, il ne reste donc plus à ce moment du calcul 20 042, mais 20 042 moins 5 000 voix, soit une histoire de 15 000 voix. Il me reste donc 15 000 voix dans le pot commun, je continue mon calcul. Mon troisième candidat a fait 10 154. Pour atteindre mon chiffre d'éligibilité, il lui manque 8 200 voix. Il va donc chercher 8 200 voix dans le pot commun et il est également élu. Et puis, si on enlève 5 066 et 8 269 du pot commun, il ne reste plus assez au quatrième candidat que pour atteindre le chiffre d'éligibilité. Le quatrième candidat va donc vider le pot commun, 6 707 voix, et il va atteindre un chiffre de 11 628. La question qui se pose maintenant, c'est qui va être élu. Il me reste en fait 2 sièges à attribuer, et plus aucun candidat n'atteint le chiffre d'éligibilité. C'est assez simple, on va simplement garder le plus gros chiffre dans la colonne de droite ici. Le quatrième siège sera donc attribué au quatrième candidat, et puis qui a fait le plus gros chiffre en dessous, c'est tout simplement le cinquième candidat qui a fait 9 240 voix. Ainsi, ce sera du numéro 1 au numéro 5 qui seront élus pour aller siéger au Parlement. Imaginons maintenant que, lorsqu'on a vidé le pot commun, un candidat ici ait fait 14 000 voix. Le quatrième siège aurait été attribué au 13e candidat, et puis ensuite, ça aurait été le 5e siège pour la 4e candidate. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Vous comprenez donc l'importance de la place sur la liste et vous comprenez donc le poids que peut avoir un vote en case de tête pour aller renforcer le pot commun et donc pour renforcer l'élection des premiers candidats, ou un vote pour un candidat personnellement pour lui permettre d'atteindre plus facilement le chiffre d'éligibilité. J'espère avoir répondu à quelques questions que l'on peut se poser sur l'après-vote, pour savoir comment son vote permettra de définir la répartition des sièges entre listes, et également de savoir qui sera élu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous considérez que c'est le cas, je vous propose de la partager, et pour le reste, il me reste à vous souhaiter un excellent vote le 26 mai prochain.